Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau GPS pour la famille. Nous recevons aujourd'hui Marie-Thérèse Palu. Bonjour Marie-Thérèse, Bonjour Brigitte. qui est professeure de linguistique et mère de famille. Et elle va nous aider à réfléchir aujourd'hui sur comment faire de la consommation un lieu d'apprentissage de la liberté. Bon enregistrement à tous. Merci beaucoup Brigitte. Bonjour à tous. Donc voilà, le spécial ado, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est toujours difficile d'entrer en communication avec des adolescents, mais voilà, on va avoir quelques pistes de réflexion à propos justement de leur mode de consommation et comment leur apprendre à être libres dans leur choix. Donc, je prévois trois parties. Donc, la période de l'adolescence, je vais passer brièvement dessus parce que il y a d'autres enregistrements, d'autres vidéos GPS Famille qui abordent le sujet de l'adolescence sur d'autres chemins de réflexion. Ensuite, l'environnement, donc dans quel est leur environnement et qu'est-ce qui les engage à consommer. Et puis ensuite, la partie la plus importante, évidemment, c'est l'éducation en famille, c'est-à-dire comment nous pouvons les guider vers une liberté de choix sans être toujours les censeurs bougons. Voilà. Donc, on va commencer par cette période de l'adolescence. Donc, ce qui prime pour eux, ce qui va leur donner une forme de confiance en eux, ça sera à travers l'image qu'ils vont donner d'eux-mêmes auprès de leurs camarades, auprès même dans la rue, se croiser avec d'autres, même s'ils n'ont pas de relation particulière avec. Donc, la tendance, ça sera avoir, posséder, montrer, exister. Donc, on voit que ce que l'adolescent va porter, et là, je vais insister un petit peu plus sur le vêtement, bien que le vêtement ne soit pas uniquement leur façon de se montrer, de se classifier, mais ça sera de façon beaucoup plus large. Mais il n'empêche que le vêtement, c'est ce qui va donner leur image première auprès des autres. Donc, ce que je possède me classifie, encore une fois, il n'y aura pas que les vêtements, même si ils sont une part importante. Ensuite, nous allons voir donc que dans cette, comment dire, dans cette image qu'ils vont donner d'eux-mêmes, il y aura toujours la comparaison sociale. Alors, quand je dis l'homme est un être avide de supériorité, il y a un petit peu de ça. Il est très rare que les adolescents, à part une timidité particulière, accepte d'être toujours celui qui est mis au rang second, la dernière roue du carrosse, le transparent. Comme ils disent, on ne me calcule pas, c'est-à-dire je n'existe pas parce que je n'ai pas quelque chose qui va m'identifier et donc me permettre d'être au même rang que les autres. Donc, on verra que le design, d'ailleurs toutes les publicités vont insister là-dessus, tout ce qui est image, parce que l'image, c'est ce qui va toucher le plus directement. Parmi nos cinq sens, c'est celui qui sera le plus avide de connaissances, et d'où des images quelquefois subliminales pour la publicité, parce que même si on n'en a pas absolument conscience, c'est l'image qui va capter notre cerveau, qui va le captiver. Donc le visuel aura toujours une influence prépondérante. On verra que donc l'environnement dans cette société de surconsommation fait que ce sont des personnes, nos adolescents, mais qui sont une cible particulièrement courtisée par les publicistes. Donc cette cible un petit peu large, 15-25 ans, mais il n'empêche que quelquefois, l'adolescence, ça peut commencer à 12 ans, où il commence, surtout les filles qui ont toujours un petit peu un train d'avance sur les garçons, auront tendance à être beaucoup plus sensibles à l'image qu'elles vont donner d'elles-mêmes que les garçons. Les garçons, il faut attendre un petit peu 15 ans, voilà. D'où les problèmes quelquefois de décalage dans une classe d'âge. Bien, donc, ce sera quoi se montrer, exister, être à travers l'image que l'on donne de soi ou à travers ce que l'on possède. Alors, dans une, comment dire, dans une façon d'être un petit peu, je dirais, déviante, entre guillemets, ce serait rendre jaloux,
rendre envieux. Pourquoi? Parce que très souvent, on est un peu jaloux à cet âge-là et on est un peu envieux de ceux qui ont du succès par leur façon d'être, leur façon de se montrer. Donc, tout ceci va exacerber le sentiment de frustration et de là, une certaine volonté de s'ajuster aux autres, éventuellement une revanche, c'est-à-dire, on pourrait dire d'une façon un peu familière, d'amener le pion à la fille ou au garçon qui va attirer tous les regards et qui sera un petit peu le numéro un de la communication. Et on voit ça, par exemple, plus peut-être dans les films américains, où il y a toujours, dans les lycées, hein, celle et celui qui va attirer les regards et qui sera un petit peu un modèle. Et si l'on est admis dans leur cercle, eh bien, on existe. Par contre, si on est rejeté du cercle pour des raisons totalement superficielles, d'image, comment dire, de façon de se positionner, de se posturer vis-à-vis des autres, eh bien, on est rejeté. Donc ça, c'est vrai que pour eux, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement ou dévalorisant si l'on est rejeté, ou au contraire, qui est valorisant si l'on est accepté dans un groupe. Donc, on voit que les publicistes, bien sûr, ça ne leur a pas échappé, hein. Ils savent très bien analyser tous les ressorts psychologiques des adolescents, et donc on verra que l'environnement, donc cette société de surconsommation, est une réalité, hein. Il ne s'agit pas de dire on met tout entre parenthèses et puis on va les faire grandir sans, non, il faut les faire grandir avec. Donc on verra par exemple, vous verrez après à la fin quelques références bibliographiques ou de sites que j'ai consultés, les écoles de marketing ont des stratégies extrêmement agressives et elles vont verrouiller des profils à partir de, on pourrait dire, le petit espionnage des sites qui sont consultés. Vous vous apercevez que si vous consultez par exemple une marque pour voir, je dirais par exemple les soldes ou les voilà, Black Friday qui arrivent 2-3 fois dans l'année, on va voir que si l'on consulte ces sites-là, on aura immédiatement en mail des sollicitations commerciales. Donc ça montre bien que tout ce que nous consultons sera enregistré et donc nos profils sont verrouillés. Il est évident que les adolescents, eux, sont très curieux à travers l'Internet et donc ils vont être bien sûr le cœur de cible des publicistes. Alors il y a ce petit schéma là qui montre que la cible principale, ça sera ou les adolescents, mais ça sera principalement aussi les parents. Pourquoi? Parce que les parents, ce sont les cordons de la bourse. Évidemment, le cœur de cible, ce sont les adolescents, puisque c'est eux qui vont être sollicités pour désirer consommer telle ou telle chose, que ce soit des jeux, que ce soit des vêtements, que ce soit simplement aller à un film, une exposition, etc. Donc, tout ceci est absolument ciblé. Mais on s'aperçoit aussi que les adolescents, c'est quand même une cible assez mouvante. Elle n'est pas totalement stable, c'est-à-dire il y a des cibles en fonction de leur goût, en fonction de leur groupe, de leur tribu, comme on dit. Donc, les publicistes vont savoir ajuster les outils à leur cible. Quelquefois, ils les suivent, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs, des youtubeurs maintenant, qui peuvent au contraire lancer une mode, et alors ce sont les publicistes qui vont essayer de s'ajuster a posteriori. Donc, par le langage, on va les attirer. Bien sûr, tout ce qu'il va falloir consommer à leur âge, ça sera super, extra, méga, top, bon, etc. Souvent, beaucoup de mots qui sont ringardisés très très rapidement au profit d'images chocs et de suggestions qui sont quelquefois complètement décalées par rapport aux produits que l'on veut leur faire acheter. Et tout ça, ça sera émaillé. Alors, je passe tout ce qui est comment les fast-food, etc., c'est saturé de ouf, de fun, de trop bien, de dément, même quelquefois avec des images un petit peu sataniques. C'est-à-dire, si c'est fou, vous voyez tout de suite une image un petit peu de petit diablotin ou de méchant diable qui arrive, donc pour signifier simplement la transgression
à l'autorité parentale et la transgression générale des images. Donc, vous avez des diables qui sortent des tubes de ketchup, surtout pour peu qu'ils soient pimentés, des bonbons piquants, une faim de loup pour un burger, des jeux vidéo qui attirent de même que les films dans un univers ésotérique. Donc, l'adolescent étant un petit peu à la recherche je dirais, d'un chemin de réflexion pour grandir, pour s'identifier, ils sont extrêmement fragiles face à euh, le fait d'être criblés, en somme, d'informations. Et donc, la publicité va s'inviter également à partir de produits dérivés. Donc, le vrai levier à l'origine, c'est le produit. Évidemment, la marque, elle doit avoir une réelle légitimité. Si elle n'a pas de légitimité dans leur univers, ça ne marchera pas. Il faut à tout prix éviter le jeunisme, ça ils le savent très bien, parce que le jeunisme, ça les fait rire. Voilà. Il y a même maintenant dans la société des parents, de jeunes parents ou de jeunes grands-parents, selon leur tranche d'âge, qui vont vouloir un petit peu imiter le langage, imiter, s'intéresser. Bon, c'est très bien de s'intéresser, mais si on commence à leur voler leur cible, je pense que là, ils décryptent très bien qu'ils vont à leur tour s'éloigner de ces univers parce que ça ne leur appartient plus en propre. Donc, ils peuvent zapper facilement, faire preuve d'attachement et de fidélité à certaines marques, et au contraire, s'échapper d'une marque lorsqu'elle est trop galvaudée. Mais d'une façon générale, ce qu'ils portent, ce qu'ils consomment, ça les représente. Donc, ils sont très souvent eux-mêmes des leaders d'opinion, ce qu'on appelle outre-Atlantique les early adopters, c'est-à-dire ceux qui vont adopter en premier telle ou telle marque, telle ou telle mode. Donc, les ados sont très réactifs à une communication absurde, quelquefois, pour un jean, pour plein de choses. Ils sentent qu'ils sont pris quelquefois pour une cible marketing si c'est trop décalé. Mais on s'aperçoit que la nouvelle génération apprécie souvent le décalage de l'absurde, alors qu'avant, on cherchait peut-être plus, il y a 10 ans, 15 ans, une certaine cohérence entre le support visuel, le support auditif pour les pubs audio, radiophoniques, et il y avait une certaine cohérence avec le produit qui était proposé. Or maintenant, le décalage les fait rire. Ça ne veut pas dire que ça va les engager nécessairement à acheter le produit s'il est mal ciblé dans dans la pub, mais le côté décalé, en fait, les amuse et les rend quelquefois attentifs. Donc, il y a souvent cette espèce de joie surfaite, hein, à travers des mantras qui montrent un petit peu la quête constante de bonheur. Les images de la campagne mettent en scène des personnages dans des situations banales du quotidien, tous masqués avec des expressions joyeuses, une imagerie surréaliste qui évoque un sentiment de nostalgie de l'enfance qui capture l'esprit des décennies qui ont inspiré des collections. Donc, ça devient quelquefois complètement artificiel, mais ce sont des artifices qui vont fonctionner sur soit un peu plus les garçons, soit un peu plus les filles, en fonction de leur sensibilité, de leur maturité affective ou culturelle. Donc, on va voir qu'ils sont quand même assez malins. On va voir que les publicistes vont utiliser trois vecteurs, l'amorçage cognitif, le conditionnement associatif et la manipulation affective. Alors, c'est quoi ça? L'amorçage cognitif, c'est une façon d'associer le cerveau avec une image ou un certain confort. Par exemple, il y a eu des tests qui ont été faits avec des groupes d'ados, donc toujours ciblés, on va dire 15-20 ans. Et donc, on va leur proposer une série d'images, des images totalement neutres ou multiples de différents domaines, et on va du moins pour le groupe numéro 1, on va les associer avec des symboles de richesse. Et versus un groupe numéro 2, les mêmes images, mais sans glisser à l'intérieur, de façon alternative ou subliminale, des images, il n'y aura aucun symbole de richesse.
Ensuite, la phase 2 du test, on les fait sortir, bien sûr de façon totalement séparée de la première salle où ils ont visionné les images. Ceux qui avaient visionné les images associées à des symboles de richesse, soit alternés, soit subliminales, ont choisi des sièges plutôt à distance les uns des autres, alors que les autres, qui n'avaient aucun symbole de richesse, se sont installés sur le premier siège à leur portée, qu'ils soient proches ou loin des autres. Donc, ce qui montre que, quelque part, à travers des images de richesse, eh bien, ils ont voulu, quelque part, protéger leur avoir, protéger une sorte d'image et se mettre à distance les uns des autres. Ensuite, le conditionnement associatif. Même chose, groupe 1, on leur fait écrire, dessiner avec un stylo bleu associé à une musique dissonante. Le groupe numéro 2 aura un stylo d'une couleur différente, stylo beige. Bon, à la limite, le stylo beige n'est pas extrêmement flatteur comme couleur, en général, c'est pas très jeune, mais ça va être associé à une musique populaire entraînante. Donc, ils vont écrire, ils vont dessiner avec ces stylos. Ensuite, on invite chaque groupe à écrire de nouveau quelque chose en proposant des stylos mélangés. Et on verra que la majorité choisira le stylo beige, qui est associé à un confort musical. Donc voilà comment on peut proposer un conditionnement. Il y a ensuite ce qu'on appelle la manipulation affective. Elle concerne cette fois-ci la vidéo d'une grosse voiture qui inspire confort, sécurité, juste après le visionnage d'un terrible accident. Le choix potentiel se fera sur la grosse cylindrée. Donc, une voiture plus modeste, certainement à portée de toutes les bourses, semble moins attractive car elle n'inspire pas le même niveau de sécurité. Donc, voilà comment travaillent les publicistes à travers l'image. C'est ce qu'on appelle aussi en anglais les growth hacking, c'est-à-dire le fait de les capter, d'accord, de hacker, hein, c'est carrément voler leur liberté de raisonnement à travers un système d'image, donc il les conditionne. Que pouvons-nous faire? Alors déjà, bien savoir que dans cette société de surconsommation, il y avait Patrick Lelay en 2004 qui disait, qui s'adressait plutôt aux publicistes. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre et de le préparer entre deux messages de pub. C'est-à-dire à partir du moment où on a un cerveau relativement ralenti par des émissions très sympathiques au demeurant, mais qui ne vont pas stimuler nos neurones, eh bien, c'est là que vous aurez le plus de temps de publicité et que vous avez des émissions qui sont sans cesse saucissonnées par de la publicité. Alors que quand vous avez un film plutôt riche en sens, eh bien, peut-être il y aura une coupure au milieu, et ça a été négocié ensuite avec les chaînes de télévision, avec les cinémas, mais il faut quand même bien se dire que le but était là. Donc un cerveau disponible. La publicité dans les médias serait donc l'art de perméabiliser le cerveau humain, lui donner la possibilité de retenir vite et bien un produit, parce que justement le cerveau a été relativement, sans être en encéphalogramme plat, mais relativement disponible à sursauter et à se brancher, se connecter sur quelque chose de plus attractif. Si on regarde bien sûr les différentes images ici, on voit que voilà, vous avez la publicité Coca-Cola, un pas de plus vers un monde sans déchets. Voilà, là on va surfer sur la vague écologique. Unlock the 007 in you, c'est-à-dire là c'est survaloriser le côté masculin à côté du Coca-Cola zéro. Pourquoi? Parce que le Coca-Cola est bourré de sucre et que le zéro, bon, même si on met un autre sucre dedans, bref, je passe.
sur le plan de la santé, mais il n'empêche qu'il s'agissait de valoriser, survaloriser le consommateur. Et puis, on voit, par exemple, pour les plus jeunes, les baskets, les t-shirts, les polos, les pulls, les sweats, tout ça, c'est imprimé de logos. Alors, ce qui est intéressant dans tous ces logos sur ce qu'on appelle la consommation induite, c'est qu'on ne sait plus après si le vêtement ou l'objet véhicule la publicité d'un jeu ou d'un film, ou si c'est le jeu et le film qui font acheter le vêtement. Ça, c'est ce qu'on appelle la synergie commerciale. On a la même chose pour les jeux sur plateforme. Alors, vous avez Call of Duty, Punch Club, Fortnite. Alors ça, vous en entendez parler probablement chez vous. Souvent, ce sont des jeux violents, de guerre, de combat. C'est les initier aux infos que de leur faire comprendre que la guerre n'est pas un jeu. Donc là, évidemment, là, c'est notre rôle de parents, de dire, c'est très bien de tirer, de faire exploser le cerveau avec une Kalachnikov dans un jeu, une plateforme de jeu. Par contre, quand on leur montre ce qui se passe dans les pays en guerre, il est évident que là, ils sont dans la réalité. Donc, un petit peu leur permettre de dissocier le jeu gratuit qui tue, sans risque, pour soi déjà, heureusement, et la véritable guerre qui est en fait un drame humain. Donc là, c'est à nous de les faire réfléchir sur tout ça. Il y a beaucoup de jeux sur plateforme qui peuvent être stimulants sans être nécessairement là pour exploser les personnes qui sont en face. Donc, la guerre, se dire que pour les jeux, c'est une façon un petit peu de se cacher, un côté un petit peu lâche, un petit peu, on pourrait dire un peu planqué, hein. Même si on va dire: «Ah mais alors, pourquoi tu m'as tué?» Bah, oui, mais enfin tu es confortablement installé sur un fauteuil ou un sofa, 0 risque, hein. Donc ça peut stimuler éventuellement la capacité d'observation, de réaction, mais je pense qu'on peut stimuler de façon très positive, la capacité de réaction, du cerveau sur d'autres supports que, des guerres et des assassinats. Donc ça peut exercer en effet la rapidité, la vigilance dans un environnement dangereux. Mais en effet, on peut très bien exercer tout cela dans des domaines sportifs, des courses de voitures, dans l'espace, des traversées d'océans, où il y a une implication de la personne face à la réalité, qui est donc la réalité du monde qui nous entoure, et non pas des guerres inventées, il y en a suffisamment dans la réalité. Alors voilà, comment nous pouvons-nous éduquer nos enfants en famille? Eh bien, on verra que déjà, leur faire comprendre qu'ils sont une cible qui rapporte. Ce qu'il faut, c'est nous, bien sûr, apprendre à les connaître, parce qu'il y a, on dit les ados en général, mais il y a nos ados en famille. Quelle que soit l'importance de la fratrie, il y a les différences entre les garçons et les filles, entre l'aîné et le dernier ou la dernière. Donc, chacun a une place différente et il faut leur faire prendre conscience à chacun, en apprenant à les connaître, qu'est-ce qui les fait bouger? Qu'est-ce qui les fait, être intéressés par tous les tel et tel domaine? Donc, il faut leur apprendre aussi à se connaître et les sensibiliser aux risques. Donc, éduquer, bien sûr, c'est informer pour former. Par conséquent, on voit que il faut les aider à décrypter les produits, la marque, les moyens de production, le support publicitaire. Est-ce qu'il est cohérent avec le public? Dans les études de marketing, on nous apprend comment lancer une campagne sur les 15-25 ans. Donc vous verrez ça à la fin pour le site consulté. Donc, avec la cible jeune, il ne s'agit plus de se demander comment la toucher dans son ensemble, mais réfléchir aux moyens de créer une rumeur autour d'un produit. C'est pour ça qu'il faut les connaître, eux, individuellement, nos propres enfants ados, de se dire quel a été le vecteur de communication qui les a enjoints à avoir envie de posséder ou d'acheter telle ou telle chose. Donc, c'est là qu'il faut les faire parler et que nécessairement, notre éducation va passer par le dialogue. Commencer à les écouter, commencer à apprendre
qu'est-ce qui les motive? On aura donc un produit et l'agence de pub qui va le porter va devoir ajuster les outils à la cible. Donc, il faut qu'ils comprennent bien qu'ils sont une cible. Ils sont parfois pensés en tribus. Alors, il y a les tribus qui vont être surtout addictes, par exemple, aux vêtements, des tribus qui vont être addictes à des jeux, d'autres addictes à le fait de sortir entre copains, aller dans telle ou telle boîte, parce qu'à partir du moment où ils sont majeurs, c'est un peu compliqué de les responsabiliser aux endroits qu'ils fréquentent. Donc, c'est pour ça que ça se fait longtemps en amont, hein. Si on attend 18 ans pour dire: «Bon, bah, maintenant tu peux aller dans toutes les boîtes, mais attention, il y en a qui que» et cetera. Non, n'attendons pas 18 ans, ça, je pense qu'en tant que parent, vous le savez également. Donc, leur montrer comment le dosage, du coefficient marketing influence la stratégie et comment ils sont mis en appétit pour, consommer. Il faut parler bien sûr des logos, les logos des marques. Alors là, dans nos petites images, on a, YouTube, bah, évidemment, ils sont tous addicts à YouTube parce qu'il y a une multitude, de choses intéressantes, dont GPS famille. Et puis, il y a, ensuite le côté alimentation, voilà. Parce que consommer ensemble, eh bien, il y a cette espèce de convivialité, de fraternité. Vous consommez les mêmes choses. On voit très bien les pubs, hein. Les pubs, c'est toujours des copains. Il y a celui qui est seul devant sa télé, qui va rejoindre les autres au premier fast-food, dont on fait la pub, parce qu'il y a ce côté ensemble. Bien. Et puis, bien sûr, il y a les marques de vêtements et les jeux vidéo. Donc, on s'aperçoit que qu'est-ce qui les motive? C'est ce qui vient de sortir. C'est le plus, comme on dit en franglais, le plus updaté, c'est-à-dire l'immédiat. Voilà, ça a été sorti hier, la semaine dernière. Déjà, la semaine dernière, c'est un peu tard. Et voilà, il faut voir. Il faut déjà voir ce que c'est et puis stimuler l'envie. Un tel l'a déjà, pourquoi pas moi, etc. Donc, j'ai le jeu qui vient de sortir, je veux voir le film qui vient de sortir. Alors, ça peut être Avenger et tout ça, il y a des choses très très bien. Le bien triomphe du mal. Bon, il y a d'excellents films de ce côté-là. Et ce qui vient de sortir, pour eux, est toujours le meilleur. Et ça, il faut faire attention parce que très souvent, on voit très bien dans les pseudo-philosophes l'idée originale, qui d'ailleurs très souvent n'a rien à voir avec la réalité ni humaine, ni de l'environnement, ni du monde, ni rien, mais du moment que ça a été original, dit de façon originale, décalée, c'est la nouvelle idée du siècle, de la dizaine, du jour, etc. Et ça, tout le monde va se sauter dessus pour dire: «Ah, j'ai vu, oui, cette idée, elle est intéressante», sans voir que derrière, il y a une manipulation et que ça ne colle même pas avec la réalité. Donc, ce qui commence par une manipulation sur des choses extrêmement concrètes et matérielles, il faut bien se dire que sur le plan des idées, le système est le même. C'est la dernière idée à la mode qui est celle dont on doit, enfin, avec laquelle on doit s'afficher pour montrer que l'on est un penseur dans le siècle. Donc, je vous montre un petit peu ici les jeux vidéo, Fortnite, League of Legends, etc., Star Blast. Bon, il y a des choses qui sont très sympathiques, hein, mais il faut quand même un petit peu les regarder. Alors ça, c'est à mon avis les moins mauvais, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas les enjoindre à tirer à la Kalachnikov sur tout ce qui bouge devant eux. Et puis, sur le plan des vêtements, les faire réfléchir sur le fait que c'est un outil gratuit pour répandre un produit. Normalement, quand on voit ce que coûte une plage de publicité à la télévision, à la radio, sur un panneau d'affichage, qu'il soit illuminé ou non, tout ce qui est collé dans le métro, etc., ça coûte énormément. Ça coûte très cher. Donc, les publicistes savent faire de l'argent auprès des marques. Quand on achète cette marque, déjà, on achète dans le prix de cette marque tout ce qui a été investi dans la publicité. Et si en plus nous portons le logo, la marque, eh bien, nous faisons de la publicité gratuite. C'est-à-dire, nous ne sommes pas payés pour faire cette publicité, mais en plus, on paye plus cher l'objet parce que celui qui revend va indexer, bien sûr,
le prix du prix de revient, tout ce qu'il a investi dans la publicité. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux, mais ça, il faut leur en faire prendre conscience. Donc, les faire réfléchir beaucoup sur la différence entre le coût et la valeur. Parce que quelquefois, quand on regarde, même nous, quand nous achetons un produit, quel qu'il soit, que ce soit un vêtement, que ce soit un objet, quand on commence à dire ah, mais c'est quand même cher, et on vous dit ça les vaut. Non, ça ne les vaut pas. Simplement, ça coûte. Alors, il y a des choses qui les valent. Et c'est pour ça qu'il faut les faire beaucoup réfléchir sur la différence entre le coût qui est imposé commercialement et la valeur qui, elle, fait partie un petit peu de l'ADN du produit que l'on veut acheter. Donc, notre attitude, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Quelle autorité? On impose, on interdit. Alors oui, bah, évidemment, si on commence par se braquer, après il y a une question de génération. Il y a des générations où ça marchait très bien, hein. Moi, ça marchait très bien avec moi, hein, c'était non, point final. Mais après quand même, plus on arrive à 18 ans, plus on se dit: «Bon, le non maintenant c'est moi qui le gère», et qui réfléchit. Mais peut-être que nous avoir dit non à un certain moment, ça nous a permis aussi de réfléchir au pourquoi non. Bien. Tandis que maintenant, il faut quand même tout expliquer. Pourquoi? Parce que la communication transversale horizontale est beaucoup plus importante qu'elle n'était avant. Avant, la communication était plutôt verticale. Donc, quel dialogue? Bien sûr, informer, avertir, négocier, transiger, ben, c'est un petit peu de tout ça. Là, on a vu déjà, c'est informer pour former. Avertir, leur donner les limites. Négocier, bah, quelquefois, il faut se dire: «Bon, ça me plaît pas trop, mais est-ce que vraiment ça les met en danger? Est-ce que vraiment, c'est pas mieux de regarder telle et telle chose ensemble et de pouvoir dialoguer après?» De pouvoir faire, des courses, acheter ensemble, faire les courses avec les enfants. C'est un peu pénible parce que vous avez tout le monde qui essaye d'aller à droite et à gauche, mais même petits, c'est une façon aussi de les éduquer au choix. Qu'est-ce que choisir? Et ça, c'est quand même très important. Donc, la stratégie, même si c'est une manipulation par la publicité, nous, on va essayer quand même de ne pas entrer dans le jeu de la manipulation parce que ça, ils vont le voir tout de suite. Mais se dire qu'il faut partir de leur propre désir. Pourquoi en ont-ils envie? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Bien. Pour intégrer quel groupe, quelle tribu? Après, quand il y a blocage, quand il y a rébellion, il faut peut-être quelquefois imposer une autorité verticale. À coup d'interdit, peut-être pas. Mais éviter de dire: «Tu n'y connais rien, tu vas te faire avoir, ça n'a aucun intérêt, tu es vraiment naïf, ça ne t'apporte rien et le pire, c'est nul». Alors c'est nul, ça tue, mais ça tue d'abord notre autorité parce qu'en fait, on est là pour les bloquer et on ne les fait pas réfléchir. Donc on ne les invite pas au dialogue. Donc comment garder un ascendant naturel de parents chargés d'éclairer, d'éduquer, de protéger, mais sans rompre le contact? Quelle forme de dialogue peut-on engager après les avoir fait réfléchir? On peut en rester au nerf de la guerre, hein, c'est-à-dire l'argent de poche. Pas d'autonomie, d'argent de poche, donc pas de liberté de choix. Là encore, on peut mesurer l'argent de poche, c'est une façon d'éduquer à la microéconomie. De dire seulement: «Je donne de l'argent seulement quand je vois que c'est justifié», ils n'apprennent pas vraiment, c'est-à-dire il y a toujours un cordon ombilical, qui n'est pas très sain. Mais le fait de leur donner juste un peu proportionné à leur âge et à ce qu'ils souhaitent, acquérir, là, c'est les faire réfléchir justement à une microéconomie. Donc préparer un achat, que ce soit un objet ou un vêtement, peu importe, un budget, soit y aller avec eux, soit plus tard leur donner la somme exacte pour un achat décidé conjointement. Ils peuvent y aller avec des camarades. Bon, après, ça risque de sortir un peu du cadre que l'on avait proposé, on avait essayé de jalonner un peu les choses. Savoir un peu transiger, leur donner le droit à l'erreur, pas nécessairement à la grande trahison, hein. S'ils demandent 25 € pour acheter un super roman qui vaut vraiment la peine d'être lu,
ne serait-ce qu'en classe, en terminale ou je ne sais où, et que les 25 € vont servir à acheter un jeu de guerre ou n'importe quoi, là oui, on peut dire qu'il y a peut-être trahison. Bon, ben, c'est bien, on les fait réfléchir, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On sanctionne, bon. Après, chacun voit avec sa propre culture familiale comment aborder les choses. Mais il peut y avoir des petites trahisons, c'est-à-dire on transige un tout petit peu et puis on se dit: «Bon, finalement, ce n'est pas si grave». Et puis après, il y a des choses un petit peu plus importantes et là, il faut vraiment les faire réfléchir sur qu'est-ce que la confiance? Après, petit à petit, ils ajusteront leur goût à la raison. La liberté dans tout ça, eh bien voilà, le nerf de la guerre, c'est au contraire les éduquer à la liberté, leur montrer qu'on a confiance en eux, qu'ils ne peuvent pas être toujours dans «tout le monde en a un sauf moi». Voilà. Et pourquoi pas moi? Voilà, moi. Ben oui, ben moi j'ai le droit d'être un peu comme les autres d'un groupe, mais j'ai aussi le droit d'être moi-même, c'est-à-dire d'être différent, tout en ayant un socle commun avec un groupe ou une tribu. Les achats compulsifs, il y en aura toujours un petit peu. Faire comme X, voilà, lui, il a acheté ça, bon, j'ai un petit peu d'argent de poche, eh ben, je ferai bien pareil, mais on ne va pas trop en parler aux parents non plus nécessairement. Donc voilà. Mais pourquoi être toujours à faire comme tout le monde? Voilà. Donc, frustration. Pourquoi? Parce que j'ai oublié tout ce que j'ai et que d'autres n'ont pas. Donc ça, c'est quand même très important. C'est leur faire découvrir tout ce qu'ils ont. Non pas pour se sentir plus gâtés par la vie ou supérieurs aux autres, mais simplement ressentir une satisfaction au sens étymologique de satiété. J'ai assez. Donc si j'ai assez, le plus est un trop. Alors peut-être pas toujours, le trop, quelquefois ça fait du bien, mais leur montrer que quand on a déjà tout ce qu'il faut, savoir que le superflu, ce petit plus, si c'est petit, ça va, si c'est trop, eh ben c'est trop. Voilà. Donc voilà, les sensibiliser aussi à la sobriété. Donc, en cas d'écart, ils apprendront très, très vite à faire la différence donc, entre cette petite transgression à la marge et la transgression trahison, donc qui serait un manque de confiance. Donc, je sais ce que j'ai, que d'autres n'ont pas. Si je veux un peu plus, ce n'est pas interdit. Ça fait aussi partie de la liberté. Mais voilà, qu'est-ce que la liberté finalement? Voilà. Donc, leur montrer que nous aussi, nous faisons des choix et que nous aussi, nous avons appris à choisir en liberté. Nous expliquons nos propres choix. Encore une fois, bon, on peut être tenté de dire je n'ai pas à me justifier. Mais en fait, expliquer, ce n'est pas se justifier, c'est justifier un choix, se dégager un peu de notre personne et leur montrer simplement, objectivement, comment nous avons choisi, ne serait-ce que l'économie familiale, quelles sont nos priorités, telle et telle chose, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un souci d'éducation, de leur faire partager aussi des bons moments en famille, en vacances, et que nécessairement, comme on ne peut pas avoir tout, eh bien, il y a des choix opportuns à faire. Donc, il faut un petit peu les challenger pour qu'ils développent un esprit critique. De leur dire, voilà, on décide un peu les vacances ensemble, qu'est-ce qui est mieux, ça ou ça? Ah mais ça c'est mieux, oui, bon d'accord, mais c'est peut-être un peu plus coûteux. Donc, à quoi sommes-nous prêts à renoncer pour? Et là, il y a un véritable challenge de réflexion économique. Et puis consentir à des valeurs supérieures. Et là, la petite image est sympathique, repose sa maman, j'ai vu un super tuto pour en fabriquer. Alors ça, c'est à part, bien sûr, toute cette sobriété, de ne pas toujours sauter sur tous les produits que l'on voit étalés dans les supermarchés, mais voilà, apprendre à regarder la composition, quand c'est un vêtement, son origine, qui a travaillé, les sensibiliser aussi à cette humanité large, savoir qu'il y a des enfants qui travaillent dans certains pays, est-ce que vraiment on est prêt à accepter ça? Il y a également tout ce qui est environnemental.
Est-ce que passer son temps à consommer des choses, ça fait beaucoup de déchets? Comment est-ce qu'on les traite? Est-ce qu'on ne peut pas réduire un peu? Donc ça, ce sont des vecteurs de réflexion qui sont très en vogue. Alors autant savoir les utiliser pour bien les orienter et jalonner leur choix. Leur apprendre à être des acteurs libres de leur propre consommation. Voilà, donc soit ils sont totalement dans le troupeau, soit ils essayent d'être eux-mêmes, mais on voit que notre petit mouton, c'est quand même un mouton, c'est-à-dire il a quand même une identité commune avec le groupe, mais il sait être différent, il sait être original. Donc être libre dans sa façon de consommer, c'est se détacher des goûts des autres pour affirmer ses propres goûts, son propre style, son propre art de consommer et de vivre, c'est-à-dire sa propre identité. Voilà, petite conclusion, donc voilà, je veux faire comme tout le monde ou comme je veux vraiment. Et ce que je veux, c'est ce que j'ai choisi en liberté. Donc, remplacer je dois avoir ça par je choisis. Et choisir, c'est un acte de liberté parce que toute option suppose un renoncement. Voilà, donc je vous propose maintenant de regarder un petit peu voilà, ce qui a été consulté. Donc voilà, vous avez des liens sur lesquels vous pourrez vous référer, cliquer, je ne suis pas sûre, mais au moins vous y référez. Les conseils de marketing, ça permet de voir et puis avoir de quoi expliquer aux enfants. Voilà, donc il y a ça, c'est ce qui a été consulté sur Internet. Et puis, il y a ensuite 2 livres que j'ai vaguement feuilletés, puisqu'on a toujours un peu la liberté de feuilleter les premières pages, qui peut être intéressant, le livre noir de la mode, c'est-à-dire sensibiliser les garçons et peut-être un peu plus les filles, l'origine de la création, comment sont produits les vêtements, les manipulations, etc. Le livre noir, ça peut être intéressant à lire, à consulter en bibliothèque si vos bibliothèques ont la bonne idée de l'acheter. Sinon, vous le leur suggérez. Et puis, changeons de mode. Alors, on voit évidemment une jeune femme et des vêtements, mais comment concilier l'amour des vêtements, consommation responsable, sans compromis sur le style, l'humain et la planète. L'humain, ça veut dire, ben oui, je suis une personne, donc je ne peux pas adopter n'importe quelle mode à n'importe quel âge et dans n'importe quelle circonstance. Donc là encore, c'est une réflexion sur son identité propre. Et puis, bien sûr, ici, ce sont des sites pour suggérer des jeux en ligne ou des jeux sous forme matérielle pour partager en famille, que ce soit pendant des fêtes de fin d'année, des anniversaires, peu importe, mais ce sont des comparatifs. Et les jeux sont expliqués avec les tranches d'âge. Donc, ça fait réfléchir en général sur comment ça peut être la stratégie, ça peut être essayer de il y a une émulation, mais il n'y a pas de concurrence. Donc c'est assez intéressant pour des groupes de jeunes animer une fête ou alors en famille. Voilà, donc ce sont des comparatifs, c'est à consulter et puis vous choisissez ensuite, bien sûr, en fonction de vos goûts familiaux. Voilà, je vous remercie de votre écoute. C'est nous qui vous remercions, Marie-Thérèse, de nous avoir aidés. Il s'agit de transformer les désirs compulsifs des adolescents en opportunités pour former le jugement, le goût et au fond grandir en liberté. C'est un beau challenge. Merci beaucoup. Rendez-vous pour notre prochain GPS et sur le mail que vous voyez en bas de page, gpspourlafamille@gmail.com, vous pouvez vous abonner. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir Marie-Thérèse. Au revoir Brigitte, à bientôt.